Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce coaching sur les outils de la performance du négociateur. Quel charabia, et surtout en temps de crise, même si ça freine un petit peu en ce moment. Euh, Aujourd'hui, on va parler chiffres, on va parler performance, on va parler prévisionnel. Ça va permettre en fait de se fixer des objectifs et surtout de ne pas prise au dépourvu en réalité. Euh, il ne nous a pas échappé que ça fait plus d'un an que c'est le bazar. Énormément de professionnels, hélas, alors, je ne sais pas si c'est hélas ou si ça c'est bien, ça dépend des points de vue, mais en tout cas, beaucoup de professionnels, que ce soit des agences vitrées, enfin des agences ou des mandataires, hélas, cessent leur activité faute de moyens, faute de mandats, faute de chiffre d'affaires. Alors, il y a des raisons pour lesquelles ils arrêtent, il y en a énormément, mais en tout cas, souvent, on s'aperçoit que quand les fondamentaux et que quand on est carré dans le travail, bah, les professionnels s'en sortent toujours. Et avoir une maîtrise des performances des outils, en fait, qui vont permettre justement de ne pas naviguer dans le vide, bah, permet justement de prévoir ce qui va se passer, et de savoir où on en est, et de ne pas être pris au dépourvu, parce que ce qui s'est passé ces derniers temps, on a eu allez, 2020, 2021, 2022, on a eu les deux, trois bonnes années exceptionnelles, où on a dépassé, ouais, trois bonnes années exceptionnelles où on a dépassé le million de transactions, avec des taux de 1% en arrondissant. Mais pour ceux qui ont de l'expérience, ils savent, les personnes qui ont de l'expérience, savent que ce n'est pas une situation normale. Alors ça fait beaucoup monter les prix, c'est sûr, mais c'est pas une situation normale. Pendant 3 ans, on n'avait rien à faire et ça sortait presque, en caricaturant un peu. Donc c'est pas une situation normale. Donc les personnes qui ont commencé dans cette période ont fait du chiffre, même si elles n'avaient pas d'expérience, parce que c'était facile, mais c'était pas du vrai travail d'agent immobilier ou de mandataire. Mais là, depuis un an et demi, bah, du coup, les personnes qui finalement ne se sont pas formées correctement, euh, n'ont pas prévu les choses, ne se sont pas documentées, n'ont pas fait du vrai travail, entre guillemets, d'agent immobilier, eh bien, énormément de personnes arrêtent aujourd'hui, faute de moyens, ou faute de Pôle emploi aussi. Alors, chez nous, il n'y en a pas, ou quasiment pas, mais dans les grands réseaux, bah, ils arrivent en fin de droit Pôle emploi, bah, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils rentrent de l'argent. Et comme ils n'en ont pas rentré à leur activité de mandataire, ils se réorientent. Donc là, maintenant, on est dans une dynamique depuis un an et demi surtout, où effectivement, petit à petit, même si on n'est pas dans une situation normale encore, évidemment, il y a un déséquilibre entre la brutalité de la montée des taux et l'immobilier qui est resté haut, finalement. Ça a créé finalement une situation un peu gelée, même si ça commence, on va le voir, à frémir. Donc, il va falloir travailler dur. Il faut travailler dur aujourd'hui, il faut faire du vrai travail d'agent immobilier, il faut travailler dur, il faut se lever et il faut se battre aujourd'hui. Euh, Justement, avant d'attaquer, je me demandais, alors j'ai pas mal d'agents tous les jours au téléphone, donc j'ai quand même une petite vision, mais sur vos secteurs, parce on sait qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier en France, il y en a une multitude, il y a plusieurs niches, il y a des secteurs qui n'ont même pas été impactés par la crise, notamment le luxe. Euh, mais vous, sur vos secteurs, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez que ça frémit de manière locale? Est-ce que c'est toujours aussi dur de rentrer de mandat et surtout de les sortir? Est-ce que vous galérez? Est-ce que la concurrence est dure? Comment ça se passe un petit peu sur vos secteurs en ce moment? Racontez-moi. N'hésitez pas, si vous souhaitez interagir, vous avez juste à allumer votre micro ou à écrire dans le chat si vous souhaitez parler. Alors pour moi, donc moi je suis sur Saint-Médard-en-Jalles, donc la région bordelaise. Maria. On veut dire que ça frémit, c'est pas mal, voilà. Mhm. Là, j'ai pas mal d'offres et c'est vrai que c'est des biens que j'avais déjà depuis un certain temps, pour D'accord. lesquels certains on a fait des baisses de prix, d'autres non, et Mhm. pour lesquels effectivement on n'avait pas trop d'appels. Et là maintenant, effectivement, voilà, on ressent quand même un regain, la baisse des taux. Donc toi, tu le Et ressens alors? moi, je le ressens. Ah oui, franchement, là, j'ai eu trois offres alors, en même pas 15 jours. Alors que Ouais. c'est des biens, il y avait certains biens que j'avais déjà depuis un petit moment. Mhm. Après, il y en a encore des vendeurs qui
qui sont encore très rêveurs. Après, ils ont raison, mais bon, le problème, c'est que le marché aujourd'hui, il n'est pas. Enfin, voilà. Bien C'est sûr. mon point de vue, en tout cas, sur Bordeaux. Ok, donc ça va avec la tendance générale. Ça, alors il y a Cécile qui nous dit que ça reprend beaucoup au niveau des visites. Donc on pourrait dire, ça laisse penser que ça suit la tendance générale. Des offres, mais un peu loin du trait. Loin du trait, j'imagine que c'est le prix du mandat, peut-être. Je ne connais pas cette expression, loin du trait. Oui, bonjour Jonathan. Moi, j'ai un vendeur qui dit bah, c'est formidable, ça a repris, donc en fait, faut monter mon prix. Ah, ils sont rigolos. Donc, voilà. Ils ont plein d'humour. Alors après, ça dépend de comment ils se positionnent sur ton marché local, mais voilà, ça c'est la grosse difficulté, c'est que nous, on est sur des cycles très longs. Donc, euh, les vendeurs, le temps qu'ils prennent conscience du marché et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils baissent, il peut se passer 6 mois, facile. Et il y a un autre facteur qui fait que ça ne va pas vraiment baisser. Alors là, on enregistre sur le T2 une baisse générale de quasiment 5%. Voilà. Donc là, en ce moment, on a une tendance de baisse générale de 5%, mais c'est loin d'être suffisant pour rattraper la brutalité de la montée des taux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est sur une baisse de 5%, mais je ne sais pas vous, quel est votre avis, mais le mien, c'est que ça ne va pas tant baisser que ça, en réalité. Et ça ne peut pas tant baisser que ça, en réalité. Pourquoi ça ne peut pas vraiment plus baisser? Tout simplement parce qu'en France, on manque de biens. Alors la location, j'en parle même pas, mais aussi en transaction. On voit que les portefeuilles des agents sont beaucoup moins denses qu'il y a quelques années. Donc il y a moins d'offres. Donc, alors, sauf sur certains secteurs, encore une fois, on parle toujours dans la généralité, mais en tout cas, il y a quand même, de manière générale, moins d'offres. Ce qui fait que c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a peu d'offres, ça ne peut pas baisser. C'est impossible. Sauf s'il y a des projets vraiment sérieux. Encore une fois, on en revient à la base, le projet du vendeur. Donc, hélas, ça frémit parce qu'effectivement, on a une baisse d'environ 5%. Alors, je vais vous dire exactement d'ailleurs, parce que j'ai mis ma source. Voilà, donc là, au T2 2024, on est à 4,9 sur les maisons et 5% voilà, sur les appartements. Au T1, on était à 5,5 sur les appartements et 4,9, ça n'a pas bougé sur les maisons. Ce qui fait que voilà, on est aux alentours des 5% de baisse sur 2024. Non, pour vraiment, là, donc au niveau des taux, donc là, on est sur 25 ans, on est en août 2024, ça s'est un peu stabilisé, ça n'a pas vraiment plus baissé que ça cet été, on est à 3,63 sur 25 ans, 3,54 sur 20 ans, 3,51 sur 15 ans. Je suis désolé, mais pour la brutalité de la montée des taux, pour qu'il y ait vraiment un regain, une dynamique sérieuse, il faudrait une baisse d'au moins 15%. Pour que vraiment ça reparte sérieusement comme un inconnu il y a 3-4 ans. Sinon, ça va continuer à frémir. Mais on va rester positif. Il faut rester positif. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Il y a de moins en moins d'agents qui galèrent. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, eh bien, l'immobilier, c'est pas facile, mais que grâce à votre professionnalisme, à votre sens de la prospection et à votre réseau local, vous vous en sortirez. Alors, avant d'attaquer sur les outils de la performance, on va faire un double coaching en un. On va rapidement, justement, essayer de voir comment on peut réagir finalement à cette situation, en fait. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour, eh bien, justement, pallier à ces problèmes de marché gelés? Qu'est-ce que vous avez mis en place, concrètement? Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler? Parce qu'il est évident que si vous n'avez pas changé votre façon de travailler depuis 1 an et demi, alors sauf sur certains niches encore une fois, mais je pense que les temps sont durs. Donc concrètement, est-ce que vous avez mis des choses en place pour essayer de pallier cette situation un peu gelée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Moi, je trouve qu'avant, effectivement, comme on vendait plus vite, mais du coup, on avait un accompagnement qui était un petit peu moins long avec les propriétaires.
Oui, Aujourd'hui, en fait, on a un accompagnement du coup qui va être un peu plus de proximité. Enfin, moi, j'en faisais déjà avant, mais comme du soutenu. coup, les biens se vendaient assez vite, ben, on n'avait pas forcément besoin de les revoir régulièrement, enfin, voilà, de leur montrer un petit peu ce qu'était le marché. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Puis du coup, mais justement, comme il y a moins de mandataires et moins d'agences sur le marché, ben, finalement, les gens, ben, le bouche à oreille, du coup, ben, je trouve que c'est encore plus pertinent qu'avant. Donc, tu as accentué ta relation de proximité avec tes mandants. Oui, même si j'en avais déjà avant, mais comme ça se Bien vendait sûr. plus vite, du coup, en fait, ils le voyaient, enfin, ils le voyaient moins, quoi. Enfin, c'était moins perceptible, en tout cas, par les vendeurs. Hmm. Il n'y a pas de secret, notre métier passe par l'éducation et l'accompagnement de nos mandants. Donc, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, mais ça date pas de la crise, ça date même d'avant, euh, le vendeur, il attrape Google, il trouve des milliards pour caricaturer de professionnels de l'immobilier. Donc pourquoi il choisirait nous, vous, nous, qu'un autre, en réalité? Ça, c'est une question très intéressante. Et effectivement, accroître la relation de proximité et offrir une expérience unique finalement à chaque mandant, parce que c'est ça ce qu'il attend aujourd'hui. Aujourd'hui, un prospect, un mandant, il attend certes la finalité qu'on vende son bien, c'est la finalité, mais on se rend compte avec l'expérience que c'est un peu plus complexe que ça, parce que on peut être recommandé par des vendeurs à qui on n'a pas vendu le bien. Un bon professionnel, ça lui est arrivé ça. C'est-à-dire qu'on a un confrère qui a vendu, mais le vendeur, il vous dit au téléphone, oh, bah, je suis vraiment désolé, c'est pas vous qui avez vendu parce que, hélas, on n'est pas magicien, on ne peut pas tout vendre, même avec la meilleure volonté. L'exclusivité peut régler ce problème. Mais en tout cas, la finalité, c'est que le vendeur va vous recommander, mais c'est pas vous qui avez vendu le bien. Et là, vous savez que vous avez bien fait votre travail. Voilà. Ça m'est arrivé plein de fois. Et j'espère que ça vous arrive. Donc, effectivement, l'expérience, offrir une expérience qui dépasse les attentes de votre prospect. Le secret, il est là, en réalité. Et ça passe par tout un tas de mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais la généralité, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous allez proposer à votre mandant pour lui offrir une expérience hors du commun. Voilà la difficulté aujourd'hui. Pour vous démarquer finalement des confrères. Ça passe par les idées, il y en a des milliards. Voilà. Après, bah, moi, voilà, comment réagir au niveau de la généralité, au niveau de la situation, bah, moi, pour moi, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut continuer à travailler sur les baisses de prix. C'est encore un enjeu majeur en 2024 pour rattraper la brutalité de la montée des taux. Tant qu'on n'aura pas fait une baisse de 15%, dans tous les cas, il n'y aura pas de dynamisme sérieux. Je parle pas d'un frémissement, je parle d'un dynamisme sérieux. L'année dernière, on a fait 900 000 transactions, il me semble, un peu moins. Cette année, les spécialistes prédisent environ 750 000 transactions. Donc, on va être encore sur une baisse du volume des transactions. Ce qui nous incite, comme dit Maria, de renouer avec notre portefeuille de vendeurs. Voilà. On sait que les mandats ne vont pas courir les rues. On le sait. Parce que c'est chaque année, en plus, il y a des facteurs économiques qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. On est dans une année électorale, ça joue. Il y a une instabilité générale, internationale, nationale, ça joue. Et tout ça crée de l'attente, en fait, dans la tête des vendeurs. Donc tout ça, c'est des phénomènes à prendre en compte. Donc, il y a une règle d'or. Quand je dis renouer avec votre portefeuille de vendeurs, je suis sûr à 99% que dans la quasi-intégralité des personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez tous des mandats en portefeuille que vous n'avez pas réchauffé, en fait, depuis un petit moment. On l'a tous fait. Hein. On a des vendeurs, on sait que leur projet n'est pas super foufou, on sait que c'est trop cher. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On oublie les mandats. Ils sont en portefeuille, ils tournent. Souvent, en plus, ils nous coûtent de l'argent puisqu'on dépense de la pub. Mais ce sont des mandats qui servent à rien. Mais parfois, c'est des pépites. Et avec un bon suivi du portefeuille vendeur, ça va nous permettre justement de renouer avec cette base et de faire des baisses de prix, par exemple. Et on sait que réchauffer un vendeur va nous permettre de coûter moins cher que d'aller chercher un vendeur en prospection. Donc ça, c'est intéressant, réchauffer votre base de vendeurs, d'acheteurs, mettre vraiment encore l'acheteur sérieux au centre de vos préoccupations. N'hésitez pas à parler financement. On sait qu'en France, c'est à vous de parler d'argent, mais on se doit, surtout là,
avec l'inflation, alors, il y a pas mal, il y a une augmentation des refus de prêt, mais c'est pas non plus dramatique. Donc, évidemment, les refus de prêt, les financements, les études les simulations, bien sûr, on couvre le vendeur avant tout. Donc, ça, c'est hyper important, la question du financement auprès des acheteurs avant de faire signer un compromis, avant même la visite, j'ai envie de dire, pour pas faire perdre de temps. Donc, poser les questions sur le financement, c'est très, très, très actuel, justement, dans la continuité d'offrir une expérience unique à vos vendeurs. Hein. C'est-à-dire que moi, monsieur le vendeur, mes clients, mes vendeurs, mes acheteurs, il n'y a pas de refus de prêt. Hein. Quand vous signez le compromis, vous savez que vous avez la vente. Parce que, regardez, j'ai déjà une simulation bancaire. Ça, c'est super important. Moi, je déconseille fortement aujourd'hui, et c'était aussi vrai avant d'ailleurs, de faire sortir un acheteur s'il n'a pas au minimum pris le temps d'aller voir un courtier ou la banque. Ça, c'est vraiment, vraiment la base. Les méthodes de prospection ancestrale vraiment font leur preuve encore aujourd'hui. Alors, quand on parle de la prospection, c'est pas mettre des flyers dans des boîtes aux lettres. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez faire un peu de sport. Mais aujourd'hui, la vraie prospection, c'est que vous devez travailler sur 10-12 000 boîtes aux lettres sur un secteur défini et vous devez passer 3-4 fois, allez, une fois par trimestre, on va dire, sur votre secteur. Vous connaissez tous le dicton, un bon agent immobilier, c'est tout ce qui se passe derrière la porte sur sa zone de chalandise de ses prospects. Ça nous permet justement d'avoir une relation de proximité, d'être à l'affût et de permettre en fait d'être le premier sur les projets des vendeurs. Il y a un dicton qui dit que dans une rue, il y a au moins dans l'année un projet qui va se faire. Donc ça nécessite la base de la prospection, c'est la récurrence. Donc, mieux vaut travailler sur un secteur restreint et d'être incontournable sur son secteur plutôt que d'être sur une zone de chalandise trop vaste et finalement de n'avoir en fait aucune visibilité en réalité. Ça ne servira à rien. Alors là aussi, ce qui est intéressant à faire à la rentrée, justement, c'est assez actuel. Vous connaissez la méthode café. Prospecter l'intégralité de vos relations. En fait, l'intégralité de vos relations, connaissances, amis, famille, environnement professionnel proche doivent recevoir un coup de fil de votre part pour leur dire « Coucou, c'est la rentrée, comment ça va ?» Alors, tu connais des gens qui vendent? Voilà, je caricature, mais vous m'avez compris. Ça, c'est faire du relationnel également. Le téléphone. Alors après, il y a d'autres méthodes, bien entendu, quand on rentre dans le détail, qui sont très efficaces de manière locale. Il y a tout ce qui va être relationnel, sponsoring, association, aller dans des endroits où il y a du monde. Vous pouvez vous fixer des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous sortez, vous ne rentrez pas tant que vous n'avez pas distribué 50 cartes de visite ou 200 flyers. C'est intéressant pour se fixer des objectifs comme ça, à faire le plus souvent possible. Donc vraiment la prospection locale, c'est ça une vraie prospection. L'idée c'est vraiment de récolter un maximum de données pour après les exploiter. Puis vous pouvez marier aussi, après le marketing digital et vous créer une bonne base de données pour après envoyer du contenu, faire du marketing de contenu sur les réseaux sociaux de manière locale. Voilà, le dicton, c'est qu'il faut être vu, connu, reconnu, incontournable. Et pour être incontournable sur le secteur, il n'y a pas de secret. C'est la répétition et la répétition en réalité. La prospection, c'est pareil, quand on est au sens large, elle se planifie dans l'agenda. Pourquoi beaucoup d'agents n'en font pas? C'est parce qu'elle n'est pas planifiée. En fait, on se trouve souvent de bonnes excuses pour ne pas la faire en réalité. Donc ça, c'est évidemment une méthode anti-crise en vue de récolter du mandat, d'aller chercher du marché et de travailler votre notoriété locale en fait. Et puis surtout, faites connaître votre réussite locale. À chaque fois que vous vendez un bien, faites une action sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très fort. Incitez en plus on offre Advisor dans le réseau, incitez vos prospects à parler de vous, à partager vos réussites. Dites à vos prospects de mettre des avis sur vous sur les réseaux sociaux, ils prospecteront à votre place. Les outils du numérique, notamment Facebook, sont super intéressants pour ça.
Travailler aussi avec des partenariats locaux, avec d'autres agences, avec d'autres mandataires, en priorité avec Expertimo évidemment, mais pas que. Travailler avec d'autres mandataires, travailler avec d'autres agences en qui vous avez confiance. Moi, je travaillais toujours en binôme à l'époque et on faisait beaucoup d'intercabinets avec d'autres professionnels. Et puis, il n'y a pas de secret, c'est vraiment une optimisation du chiffre d'affaires. Alors évidemment, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Si vous avez une exclue que vous savez que vous allez vendre dans les 48 heures, bah, évidemment, vous n'allez pas partager, c'est tout à fait normal. En revanche, l'histoire montre quand même que quand on est très ouvert sur l'intercab, bah, on optimise vraiment, vraiment son chiffre d'affaires en réalité. Et enfin, ça, c'est une tendance assez soutenue quand c'est difficile. J'en ai pas mal au téléphone. C'est la procrastination. Ça, c'est un fléau en ce moment. Je ne sais pas si vous vous ressentez dans cette situation, mais quand c'est difficile, en fait, on est un peu démotivé. Et quand on est démotivé, on a un peu, finalement, on a un peu plus de temps. Alors ça, c'est pas normal parce qu'on devrait finalement prospecter. Mais on a tendance à remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et là, il y a un vrai, vrai, vrai danger et ça va à l'encontre, finalement, de notre indépendance et de ce qu'on va voir aujourd'hui sur les outils de la performance. Voilà. Donc ça paraît la base, faut pas procrastiner. Mais quand on est dans le jus et que finalement on est dans la difficulté au quotidien, qu'il y a un mélange d'émotions qui se passe et que finalement on galère, c'est pas si simple que ça, en réalité. Donc moi j'ai confiance en vous, j'ai vu, alors je dirais pas tout le monde, mais je connais tout le monde là dans l'audience aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous de vrais professionnels et je sais que vous en sortez tous, même si c'est pas évident. Mais ça frémit, il se passe des choses, et quand ça frémit, on est à l'affût. Et grâce à votre réactivité, je suis sûr que vous allez vous en sortir, et que vous en sortez déjà d'ailleurs. Allez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, sur la performance. Je vais vous partager mon écran. Le séminaire a fait du bien pour le moral, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des moments qui permettent, alors je sais que c'est pas évident, faut se déplacer, ça coûte de l'argent, c'est contraignant, mais c'est vrai que les résultats sur le moral et sur la richesse ce que ça apporte, tant sur le plan personnel que professionnel, parce qu'on partage beaucoup aussi de choses avec les collègues, ça permet, mine de rien, de repartir ressourcé. Et puis j'ai vu pas mal aussi de business se faire pendant le séminaire. Donc, ce sont des moments intéressants. Et je pense qu'il y a pas mal d'agents qui, finalement, rentabilisent de manière indirecte leur séminaire parce que les affaires que ça va vous apporter grâce à la confiance que vous allez créer pendant le séminaire et puis le reboostage et les connaissances qu'on a révisées ou apprises, ça, c'est pas quantifiable. Et puis, je pense qu'un entrepreneur doit continuellement investir en lui-même. C'est pas en réalité un séminaire comme ça, c'est pas une dépense d'argent, c'est un investissement en fait. Il faut voir ça comme un investissement en soi, en réalité, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors après, je suis d'un mauvais école, parce que moi, j'y suis jamais allé en tant que professionnel, mais après voilà, je suis un peu un cas particulier pour ça. Mais en tout cas, là, j'y suis allé en tant que staff et la chaleur que m'ont apporté pas mal d'agents m'ont fait du bien également. Voilà, professionnellement. Bon, alors, vous voyez tous l'écran là, sur les outils de la performance. Donc, alors ça, aujourd'hui, on va avoir des outils. Ça va être assez mathématique, mais c'est super important. Il y a quasiment, alors, un entrepreneur qui a une société, il est obligé de le faire. Mais chez les mandataires, où on sait qu'on est des sociétés, mais des sociétés un peu plus allégées en tant qu'entrepreneur individuel, je connais quasiment personne qui fait ça. Et pourtant, c'est d'une importance mais capitale. Et là, il y a une des raisons pour lesquelles beaucoup d'agents dans la finalité arrêtent leur business parce qu'ils naviguent aveuglément, ne savent pas où ils vont,
seraient totalement incapables de vous dire combien ils ont besoin de mandats, par exemple, pour faire une vente. Donc, ce n'est pas du travail, en fait. C'est ce que je dis, c'est de l'amateurisme. Et aujourd'hui, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, moi, je vous conseille de le faire minimum une fois par an, voire deux. Moi, je le faisais une fois en janvier, une fois en septembre. C'est toujours intéressant en janvier de faire le feedback sur ce qu'on a vu. 2023, c'est intéressant pour faire les prévisionnels, de se fixer des objectifs. Et en septembre, on peut faire aussi un petit feedback sur effectivement les 6 derniers mois de manière un peu plus allégée. Et vous allez voir que comme par hasard, inconsciemment, votre cerveau va se mettre en route sur les objectifs que vous allez vous fixer. Et comme par hasard, ça va faire naître des opportunités, en fait. Parce que vous savez, là, noir sur blanc, que si vous ne respectez pas vos propres objectifs que vous-même, vous allez vous fixer, en fonction de, par exemple, de ce que vous avez fait l'année dernière, ben vous savez que financièrement, vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Alors, quand on dit financièrement, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que là, je vais donner des noms au hasard. Avec Claude, peut-être que son objectif, c'est de se faire 60 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires ou de bénéfices par an. Bon, ben très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Quels sont les moyens et les moyens donc humains, techniques, financiers que je vais mettre en place pour générer cet objectif-là final, finalement. Denis, et non pas, je ne sais plus comment je t'avais appelé sur le mail, David. Denis, peut-être que lui, ça va être 150 000 euros. Ok, alors là, j'ai un objectif de 150 000 euros. Est-ce que déjà c'est réalisable? Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition ou que je n'ai pas encore à ma disposition pour arriver à cet objectif final de 150 000 euros? Et on peut même aller plus loin, d'ailleurs. On pourrait dire que l'objectif final, ce n'est pas 150 000 euros. L'objectif des 150 000 euros est un objectif de moyen. C'est-à-dire, OK, je vais générer un moyen, donc ce qui va être 150 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Mais mon objectif final, ce n'est pas ça. Mon objectif final, c'est peut-être m'acheter une Porsche, solder ma maison, voyager plus, avoir plus de temps libre, faire vivre ma famille. L'objectif final, il est là, en réalité. Donc, il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce que je mets en place pour, certes, avoir mon objectif intermédiaire des 150 000 euros qui vont m'apporter l'indépendance que je veux? Voilà. Et bien là, les outils qu'on va voir aujourd'hui vont vous aider. On va voir dans un premier temps pourquoi se fixer des objectifs. On va voir après les ratios de productivité et de rentabilité du négociateur, les ratios de la performance et enfin les tableaux. Alors, j'ai mis des exemples de tableaux qui vous permettront, bah voilà, ce sont des exemples, je pourrais vous les envoyer. Mais après, moi j'ai mis des objectifs types, voilà, généraux, mais vous allez voir que vous pouvez les modeler en fonction de vos propres objectifs. Moi j'ai mis des objectifs objectifs, voilà, des objectifs objectifs qui sont généraux, mais c'est vous en tant que personne qui allez finalement après les affiner, bien entendu, parce que les miens ne seront pas les mêmes que les vôtres. Bon, déjà ça, c'est important. Donc pourquoi on se fixe des objectifs? C'est très simple. C'est un peu comme les JO. Si on ne se fait pas d'objectifs sur plein de choses, finalement, pourquoi on travaille? Est-ce que je travaille juste pour aller faire des mandats? Mais pourquoi je fais des mandats en fait? Pourquoi je fais du chiffre d'affaires? Parce que j'aime la pierre? Ouais, d'accord. J'y crois pas trop, mais non. On se fixe des objectifs dans le but d'obtenir des résultats et de dégager les profits nécessaires à déjà dans un premier temps, à votre durabilité, à votre survie, j'ai envie de dire, pour faire tourner votre activité, et enfin pour arriver à des objectifs de vie qui vous seront propres. Et la question est la suivante, c'est que si on ne mesure pas notre performance, comment vous savez d'année en année si vous progressez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Denis, cette année, il a fait 150 000. L'année dernière, il a fait 140. Ok. Je dis ça va dire. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai fait 10 000 en plus? C'est le vent, c'est j'ai travaillé plus, j'ai travaillé, ou l'inverse est vrai aussi.
L'année dernière, j'ai fait 150, aujourd'hui, j'ai fait 80. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des raisons qui me sont propres parce que j'ai moins travaillé? Parce que bah, je me suis moins bougé parce que je pensais que j'allais faire pareil? Ou est-ce qu'il y a des facteurs externes qui sont actuels en ce moment, qui sont justifiés, qui ont fait que finalement, je n'ai pas atteint ce chiffre? Et si je n'ai pas atteint ce chiffre, qu'est-ce que je fais du coup pour l'atteindre? Sachant qu'il y a des éléments que je peux contrôler et d'autres que je ne peux pas. Donc, on va évidemment agir sur des éléments qu'on peut contrôler et accroître justement ces leviers parce qu'on sait que déjà peu de personnes le feront et que de l'autre côté, c'est le bazar d'un point de vue économique. Voilà. Est-ce que vous savez si vous êtes au niveau de vos concurrents? Est-ce que vous savez s'ils vous dépassent ou s'ils font moins de chiffres? Si vous les surpassez, si vous vous surpassez, si vous progressez? Et pour faire le petit clin d'œil par rapport aux JO, comment pourrez-vous savoir si vous êtes prêt pour les JO? Dans les outils qu'on va voir, vont vous permettre de savoir si vous avez atteint évidemment vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de mandat, nombre de ventes, mesurer votre notoriété locale, évaluer vos coûts et vos actions marketing, corriger les éventuels points bloquants, vérifier vos canaux d'acquisition de leads, vérifier que ces leads soient qualitatifs. Alors ça, c'est très intéressant. Alors ça, je suis sûr que vous vous posez tous la question. Quand vous avez un vendeur qui vous appelle, comment vous m'avez connu? Bon, ben, je vous ai connu parce que j'ai vu une pub sur Facebook ou parce que Tartampion m'a parlé de vous. Bon, ben ça se note tout ça. Parce qu'on sait après où on va investir ou pas. D'accord? Évaluer votre rentabilité, vos actions, calculer votre retour sur investissement. Tout ça, ce sont des données qui sont pour moi indispensables. Ça vous permet bah, évidemment de savoir comment vous avancez, où vous avancez, optimiser votre business en fait. Est-ce qu'il y en a qui le font ça? Est-ce que vous vous posez une fois ou deux, alors déjà une fois c'est pas mal, une fois dans l'année, voilà, je me pose pendant quelques heures et je me dis, ok, où j'en suis? Aujourd'hui, on est le 24 septembre, où j'en suis dans mon activité? Qu'est-ce que j'ai fait ces 6 derniers mois? Alors, je sais que vous savez tous combien vous avez fait en termes de chiffre d'affaires, je sais que vous savez tous combien vous avez de compromis en cours, etc. et combien vous avez demandé en portefeuille. Ça, c'est la base. Mais on peut aller plus loin. Est-ce que vous savez comment vous avez eu ces canaux? Quel canal d'acquisition a fonctionné? Combien ça vous a coûté? Combien vous coûte un prospect? Est-ce que dans vos recherches, dans vos calculs, vous allez aussi loin ou pas? Est-ce que vous avez des données chiffrées aujourd'hui que vous avez envie de nous partager qui vous permettent d'avancer dans votre business ou qui vous ont permis de rectifier le tir à un moment donné? C'est pour ça que c'est bien de le faire les 6 derniers mois parce que ça permet quand même en cours d'année de rectifier le tir si on s'aperçoit que vous n'est pas bon sur certains points. Est-ce que ça vous arrive de faire un peu le point sur vous-même? D'accord. Alors, on continue. Oui, régulièrement. Très bien, Nino. Alors, quelles sont justement les données pour toi qui sont importantes? Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Bah, moi, je suis souvent, bah, voilà, savoir où j'en suis sur mon chiffre d'affaires par rapport à mon objectif fixé en début d'année. D'accord? Alors, Voilà. comment tu Et fais pour te puis, fixer un... Justement, ça c'est intéressant. Comment tu fais pour te fixer un prévisionnel de chiffre d'affaires? en fait, moi, maintenant, j'arrive bientôt sur mes 10 ans d'expérience. Mhm. Donc, je sais à peu près à combien je tourne en moyenne. Et puis, j'essaie de rester sur cette lignée, voire de la dépasser. Et puis après, je mesure aussi beaucoup, bah, je travaille essentiellement relationnel, donc bah, voir le retour que j'ai tous les mois ou via mes réseaux sociaux également. Ouais. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que ça te permet d'avancer? Ben oui, oui, toujours, parce que c'est quelque part c'est le fil conducteur, hein, donc c'est important de savoir où on va, Très bien. comme dans tout domaine en fait. Hein. En fait, en réalité, tu l'as dit, le mot-clé, c'est que c'est un fil conducteur. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut faire 2 fois dans l'année 2 gros points, des points, on va dire, par semestre, alors minimum un, et tous les mois,
forcément, pour ne pas avoir tout à faire en même temps, et puis de toute façon, on oublie, tous les mois, on tient ce tableau à jour. Mais ça, c'est par mois, ça ne prend même pas 1 heure, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment la solution, c'est j'espère que tout le monde le fait, c'est vraiment d'avoir un tableur et d'enregistrer et ses compromis en cours, bon, là aussi sur Vector, Bien mais sûr. surtout de suivre ses ventes, chiffre d'affaires encaissé, à savoir où on en est, puis de faire un point, ouais, moi allez, tous les 3 mois, je regarde à peu près où j'en suis, ouais. Alors oui, un tableau Excel peut effectivement, c'est parfait. Oui, avec justement match combo. Oui, avec des tableaux Excel et optimisation avec un expert comptable. Oh bah voilà. Mathieu, tu es une agence, toi. Donc ça va. Au niveau, ça va encore plus loin au niveau de la comptabilité. Ok. Alors, la productivité et la rentabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle les ratios de la production. Donc, en fait, alors, on n'est pas vraiment là sur du financier. C'est que là, on va essayer de savoir tout simplement si vous êtes productif. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs de résultats. Alors, évidemment, le résultat final, c'est souvent le chiffre d'affaires, mais on peut mettre ce qu'on veut en réalité. Chiffre d'affaires, nombre de rendez-vous, nombre de mandats, j'ai mis quelques exemples, nombre de biens vendus. Et vous allez essayer de déterminer les moyens en fait, que vous avez engagés pour arriver à ces objectifs. Donc, vous allez tout marquer. Donc, par exemple, ça va être le nombre d'appels téléphoniques, le nombre d'imprimés, la flyer, le nombre de rendez-vous, le nombre de visites, etc. Et à la fin de l'année, vous savez au millimètre près tout. Combien il me faut d'appels pour faire mon chiffre d'affaires voulu, combien de rendez-vous il me faut, combien de mandats il me faut pour faire une vente, combien de mandats exclus, combien de mandats simples, etc., etc. Donc la productivité, c'est un moyen qui permet d'évaluer votre capacité à matérialiser les moyens engagés, en fait les moyens que vous allez engager au quotidien et de les transformer en résultats tangibles. Voilà. En gros, c'est ça. Alors ça, c'est facile. C'est un tableau à faire, tac, chiffre d'affaires, vos objectifs et les moyens engagés. C'est aussi simple que ça. Et ça, de le faire tous les mois, ça va vous permettre effectivement de vous dire, bon, là, je suis plutôt bien en termes de rendez-vous, je sais que je vais diminuer un peu. Voilà. Ça vous permet aussi de jouer un peu avec votre baromètre d'activité, en fait. Et de ne pas trop travailler ou pas assez. Ça a des incidences un peu sur tout. Alors, ce n'est pas une science exacte, évidemment. Mais quand même, les données sont plutôt fiables. Mais ça, si on ne le sait pas, j'ai envie de dire, en fait, on ne sait pas pourquoi on travaille à la fin. Et pourquoi il y en a énormément, il y a des milliers d'agents qui ont arrêté depuis le début de l'année, parce que ça, évidemment, ils n'ont jamais fait, pour commencer, en plus du reste, mais c'est qu'on ne sait pas où on va, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il pleut, bon, déjà, je ne vais pas les prospecter, parce que là, il pleut bien. Donc là, la prospection, on oublie. Bon, allez, je vais ouvrir la pige. Est-ce qu'il y a de la pige? Tac, tac, ouais, pas terrible, pas terrible. Puis c'est vrai que c'est chiant, la pige. Allez. Ah, tiens, je vais aller voir sur Facebook. Hop, allez. Je vais mettre un truc sur Facebook, là. Tac, tac, tac. Allez, hop, allez. Avec un peu de chance, j'aurai un contact. Puis j'ai rien. Mince. Bon, je vais aller regarder la télé. Je vais aller regarder Stéphane Plaza. Bon, je caricature. Mais en fait, pas comme ça, en réalité. Quand on a les agents de téléphone, quand on a certains agents de téléphone. Donc ça, c'est intéressant, il faut le faire, il n'y a pas de sujet. Vous allez, et encore plus en temps de crise, parce que vous allez vraiment avancer et savoir pourquoi vous vous levez. Il y a plein d'agents qui dépriment en ce moment, parce que c'est dur, ça échappe à personne, mais parce que aussi, donc, ils ont peu de travail et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et pour un entrepreneur qui ne sait pas quoi faire, c'est déprimant. Ensuite, il y a la productivité, mais sur la rentabilité. Donc là, on est sur le financier. On est sur les ratios de la rentabilité. Donc en fait, c'est la même chose. Sauf que vous allez faire un rapport entre
votre marge, on va dire le chiffre, et les coûts engagés. Donc, les coûts de la prospection, les coûts de communication, etc. Donc, votre résultat, bah, ça va être bon, marge brute, marge nette, on est surtout sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices. Quels sont les moyens financiers? Alors, évidemment, il y a les moyens techniques, prospection, communication, etc. Alors, pour les agences, coûts de rémunération des négociateurs, c'est sûr, des salariés, ben, les coûts de tout, en fait. Les coûts de tout ce que vous allez mettre en place pour arriver à votre résultat. Et ça, c'est pareil. Si on ne le fait pas, on est en roue libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, bah allez, tiens, j'ai vu un commercial, il m'a dit qu'il fallait floquer ma voiture, je vais dépenser 800 € pour floquer ma voiture. Il paraît que c'est bien. Allez, je le fais. Voilà. Encore une fois, il y en a plein qui ne savent pas où investir leur argent parce qu'ils ne savent pas, tout simplement, les outils qui fonctionnent sur leur terrain. Alors, au départ, c'est pas facile. Au départ, il faut tout essayer. Il n'y a pas de secret. Quand il y a un lever de rideau, entre guillemets, sur l'activité, il faut tout essayer. En fonction de ses moyens, évidemment. En prospection, il y a la prospection active et la prospection passive. Bon, la prospection active, vous l'avez compris, c'est tout ce qui va vous demander une participation active et c'est souvent ce qui coûte le moins cher. Prospection physique, relationnelle, serrer des mains, pige. Donc souvent, on commence par ça. Digital, en organique. Et il y a la prospection passive, où c'est super intéressant d'investir sur les outils qui fonctionnent sur votre secteur. Pub dans les journaux, pourquoi pas au cinéma, flocage de voitures, panneaux, sponsoring, etc., etc. Mécénat, en plus vous défalquez de votre chiffre, vous récupérez 60%. Donc tout ça va contribuer à accroître évidemment votre notoriété, etc. en prospection. Ça va être des moyens que vous allez engager qu'il faut mettre dans des tableaux et vous allez, surtout pour la prospection passive, savoir combien ça va vous coûter par rapport aux résultats escomptés. Et ça, c'est pareil, si on ne note pas, on ne sait pas. Alors, on va le savoir de tête. Mais pour ceux qui investissent pas mal, notamment pour les agences, eh bien, ça me paraît important aussi de tenir ces tableaux. Alors, les objectifs, les calculs, quelques exemples de calculs, les résultats du négociateur. Bon, j'ai mis quelques calculs de base pour vous aider, pour faire une petite révision. Chiffre d'affaires moyen par vente. Bon, facile, chiffre d'affaires divisé par le nombre de ventes. Budget moyen d'un client, montant global des transactions divisé par le nombre de ventes. D'accord? Alors ça, c'est super intéressant par contre comme données. En stratégie, on va dire marketing, vous avez des stratégies de diversification, des stratégies de spécialisation. Nous, dans notre niche, moi, je conseille pour un mandataire, de manière générale, de travailler plus sur de la semi-spécialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez que ce qui fonctionne en termes de portefeuille, c'est d'avoir des comparables. Parce que vous ne pouvez pas être partout. Parce que la majorité d'entre vous, vous travaillez seul. Donc, si vous travaillez sur un périmètre qui fait 80 bornes avec un fonds de commerce, de l'ancien, du neuf, de la vigne, etc., vous mettez votre activité en danger, concrètement. Parce que vous êtes trop diversifié au niveau de votre portefeuille. Maintenant, d'être trop spécialisé, c'est pas bon non plus. Si vous faites, alors ça, encore une fois, ça dépend des niches, mais de manière générale, si vous faites par exemple que de la copropriété, que du fonds de commerce, que du viager, etc., vous pouvez. C'est une stratégie de spécialisation. Par contre, si vous faites ça, vous allez devoir inévitablement augmenter votre zone de chalandise. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voire aller sur le national, sur certaines niches. Moi, de manière générale, ce n'est pas ce que je vais conseiller à un mandataire. Moi, ce que je conseille, c'est de travailler sur du semi-spécialisé. En fonction de vos secteurs, vous allez choisir des biens qui fonctionnent. C'est très simple.
La loi de Pareto, vous connaissez tous la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que 80% des résultats vont être. Si c'est ça, 80% de vos résultats vont être générés par 20% des actions. Donc, vous savez que au moins 80% de votre chiffre d'affaires vont être générés par 20% de ce qui se fait sur le secteur. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de travailler sur, effectivement, ça dépend de vos secteurs, mais moi, par exemple, là où moi j'étais en ruralité, je travaille sur de l'ancien, sur de la copro, sur du terrain. C'est tout. Dès que j'avais autre chose, je le déléguais. Alors, j'étais intéressé, bien entendu, mais je ne voulais pas m'éparpiller. Je voulais vraiment travailler sur des biens assez restreints, et surtout ce qui fonctionne, c'est-à-dire le top 20% qui fonctionne sur mon secteur. Et ça, il y a un indicateur pour en revenir à la slide, le budget moyen d'un client. C'est-à-dire que vous savez que sur votre secteur, le budget moyen, c'est par exemple, alors c'est pareil, là aussi vous pouvez faire plusieurs niches sur votre secteur en fonction des biens. Mais bon, il y a des tendances quand même qui vont se dégager et un budget moyen selon les secteurs, selon les niches. Moi, par exemple, sur mon secteur, je savais que le budget moyen, vraiment le cœur de cible, ce qui me générait plus de 80% de mon chiffre d'affaires, c'était les maisons à l'époque entre 120 000 et 180 000. Voilà, 120 000 minimum, 180 000 grand max. Je savais que dans cette niche-là, si j'avais un maximum de mon portefeuille dans cette fourchette financière, je savais que mon activité était pérenne. Je savais que j'avais un roulement. Si j'avais des biens moins chers, tant mieux parce que c'était des biens souvent avec travaux. Et si j'avais des biens plus chers, je les considérais comme des jackpots, des cerises sur le gâteau. D'accord? Donc ça, c'est une donnée intéressante. Bon, votre chiffre d'affaires, il n'y a pas de sujet. Montant global des transactions, la somme des prix d'entente. Honoraire d'agence inclus. Là, c'est pareil. Il faut maîtriser vos coûts. Alors ça, c'est intéressant pour les agences, surtout, mais pour vous aussi en tant que négo, si vous êtes seul. Les coûts de l'action du négociateur. Ça, c'est intéressant pour quand les agences, quand elles ont plusieurs négos, de faire un tableau avec chaque négo et de comparer la performance des négos. Donc, en fonction de toutes les actions que vous allez faire sur le terrain des négos, eh bien, vous allez voir quels sont les résultats tangibles qu'ils vont vous apporter. Et vous allez savoir combien concrètement il va vous coûter. Alors après, vous pouvez calculer le coût du contact, le coût d'acquisition d'un vendeur, le coût d'acquisition d'un acquéreur. Voilà, donc les calculs sont assez simples. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les ratios sont toujours calculés sur une période donnée. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tous les mois, on remplit les tableaux et on voit à peu près, c'est même pas à peu près, on voit chaque mois comment on évolue. Ça, c'est à peu près 1 heure, grand max. Après, une fois par trimestre ou par semestre, on peut faire un point sur le semestre. Voir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où j'en suis, où en sont les négos. Intéressant. Ça permet en fait de redresser la barre pour le second semestre. Et enfin, une fois par année, là on convoque tout le monde, ou si vous êtes seul, vous convoquez vous-même, et là vous faites le point sur l'année, et ça va vous permettre de vous fixer vos objectifs sur l'année suivante, en fonction de ce que vous avez réalisé, et il va falloir pondérer en fonction des actualités économiques, immobilières, juridiques, techniques, etc., etc. Surtout qu'il y en a pas mal ensemble, notamment avec la transition énergétique. Comment on fait pour estimer le chiffre d'affaires, justement? Là, on est en janvier, vous savez que vous allez devoir faire un budget prévisionnel en fonction de ce que vous avez fait l'année passée. Donc voilà, vous devez dresser un budget prévisionnel qui indique votre chiffre d'affaires prévisionnel tout en tenant compte de vos charges, évidemment, afin d'assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, juste après, on va voir les tableaux de bord. Vous allez fixer donc toujours pareil vos objectifs et vous allez tenir à jour ce prévisionnel mensuel, trimestriel ou semestriel, annuel, et justement en tenant compte
de la réalité économique, technique, juridique du marché et de l'historique de vos résultats. Voilà. Nombre de ventes moyen mensuel fois le chiffre d'affaires moyen égale chiffre d'affaires moyen prévisionnel en fonction de l'année passée. Les tableaux de bord maintenant. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Je vous ai mis quelques exemples de tableaux. Ce que je vais faire à la fin, je vous enverrai le PowerPoint, comme ça vous pourrez les récupérer, ça vous donnera des idées. Et après, ben, encore une fois, hein, les tableaux, c'est propre à vous. Donc, moi, j'ai mis les données les plus générales. Après, ça va être à vous d'affiner en fonction de vos propres objectifs et surtout de ce qui est important pour vous. Tableau des charges. Ah ben ça, c'est super important. Combien vous coûte votre activité? Donc, les dépenses prévues, les dépenses effectives et les 40 prévues. Donc, j'ai mis des exemples, prospection, publicité, charges sociales, loyer, autres charges, etc. Les résultats. Ce tableau permet de confronter vos résultats aux résultats effectifs. Donc, c'est pareil. Hein. Donc là, vous avez donc effectif, prévu, écart. Donc, vous pouvez par exemple vous mettre le nombre d'estimation, qui va obtenir un certain nombre de mandats, un nombre de ventes, chiffre d'affaires, autre charge. C'est un peu, vous avez vu, en plus c'est rigolo parce que ça fait comme un entonnoir, sans le vouloir, je viens de m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on pourrait même rajouter, là j'ai mis ça, mais on peut mettre nombre d'appels passés, nombre d'heures de prospection, qui vont emmener un certain nombre d'estimations, qui vont amener un certain nombre de mandats. Et là, vous pouvez dissocier les exclus et les mandats simples, parce que ça, il n'y a pas de secret. Les mandats exclus au prix, c'est encore plus de pérennité. Le nombre de ventes que ça va vous amener, et enfin le chiffre d'affaires. Ça fait un entonnoir. Donc, vous allez partir d'un chiffre gros pour arriver à un chiffre plus petit. C'est mieux si c'est l'inverse. Ensuite, alors ça c'est un tableau plus sur l'année à faire. Là c'est plus le tableau annuel ou semestriel qui va vous permettre un peu de croiser un petit peu toutes les données que vous avez vues tous les mois. C'est un tableau de synthèse en fait, qui va vous servir à vous ajuster. Donc là, c'est un peu les mêmes données en réalité, mais c'est juste que vous avez fait un condensé d'un peu tous les tableaux. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant, si vous voulez, d'avoir toutes les données au bout d'un moment sur un tableau pour éviter de jongler entre 40 000 tableaux, parce que sinon ça augmente le taux d'erreur et puis c'est plus pratique pour travailler, pour se fixer des nouveaux objectifs. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les outils de la performance du négo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ces données? Est-ce que vous comprenez déjà l'importance? Est-ce que vous comprenez l'importance finalement de tenir à jour ces données pour votre activité? Est-ce que ça vous parle? Alors, je ne dis pas, est-ce que ça vous donne envie de le faire? parce que c'est un peu chiant, il ne faut pas se mentir. Mais est-ce que ça vous comprenez que c'est important, tout simplement? Ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'est du vent? C'est très important et ça nous parle énormément. Sophie de fois. Salut Sophie. Oui. Oui, important. Bon. Ouais, très. Je suis assez d'accord avec vous. Donc là, on est pas mal rentré dans les détails justement sur les données qu'on peut avoir. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Mais là, déjà, si vous faites rien que ça, vous allez voir que ça va vous changer votre vie. Et ça va changer votre vie tant sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Parce que vous allez voir que tous les mois, de voir vos objectifs réalisés ou pas, ça va donner du piment dans votre activité. Et vous allez dire, ouh là 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 là, là au mois de septembre, je ne suis pas bon là. Là, j'ai trop glandé. Donc là, je vais me bouger. Parce que je sais que sinon, je ne vais pas avoir mon chiffre.
Je sais que je vais pas aller aux Bahamas l'année prochaine. C'est hyper important. Et franchement, je suis. Parce que cet administratif, entre guillemets, a une influence sur tout, sur l'activité, sur le fait de se lever le matin. Alors, tout le monde n'est pas réactif à ça. Mais même si on n'est pas réactif, finalement, ben, on navigue quand même dans le brouillard. Et on a beau pas être actif, si on n'a pas d'objectif, si on ne sait pas combien on dépense, si on ne sait pas combien on gagne, si on ne sait pas combien. Il n'y aura pas de qualité. Et ça se dégagera aussi par une image professionnelle, en réalité. Voilà. Et puis, comme dit Cécile, pour le moral, c'est bon. Parce que quand vous allez, surtout dans les moments où c'est pas facile, quand vous allez voir que vous avez atteint vos objectifs que vous vous êtes mis, eh bien, vous allez vous féliciter et vous allez vous faire des cadeaux. C'est super important. Tiens, chérie, regarde, j'ai fait mes objectifs, j'ai fait mes 4 ventes du mois. Allez, ce soir, on se fait un resto de malade, c'est moi qui rince. Ça a des influences sur tout. Et vraiment, c'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour l'estime de soi en période compliquée. Et je suis de ceux qui pensent que si on ne le fait pas, eh bien, alors certes, ça ne mettra pas l'activité en péril forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille avec une bride. Voilà ce que je peux dire sur ça. Voilà. Pour aujourd'hui, voilà, si vous avez des questions, il y a encore 5 minutes sur le coaching ou sur autre chose, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis encore là. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aux outils en fait qu'on utilise. Ouais. Moi, là, par exemple, en fait, j'ai dû faire un plan chez un client. Donc, effectivement, voilà, j'ai un maîtreur. Mhm. Mais je voudrais savoir si effectivement, il n'existait pas